Courbet, sa personnalité, mes réserves. J'ai passé en revue les principales œuvres de Courbet et j'en ai dit mon appréciation au point de vue de l'idée. Je n'ai pas insisté sur les défauts de ses ouvrages, le manque de perspective et de proportion, certaines teintes noires uniformes, comme dans le tableau des curés, des exagérations telles que le rire du paysan un peu forcé, certaines négligences qui trahissent le débraillé, une tendance à la charge qui est dans le génie de l'homme, de la brutalité parfois, quelque chose de choquant, provenant selon moi de ce qui n'a pas la haute conscience de son art et de son principe. Je n'attends donc pas me faire son apologiste quant à ce qui est du métier. Je n'ai aucune autorité pour cela. Je reste sur mon terrain, la pensée de l'œuvre et de l'école. Et c'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je tiens à dégager mon idée de l'homme. Un jour, lorsque je commençais à m'occuper de ce livre, je dis à Courbet que je prétendais le connaître mieux que lui-même, que je l'analyserais, le jugerais, le révélerais au public, et à lui tout entier. Cela parut l'effrayer. Il ne douta pas que je commisse faute sur faute. Il m'écrivit de longues lettres pour m'éclairer, lettres qui m'ont appris fort peu de choses et me fit sentir que je n'étais point artiste. À quoi je répliquai que j'étais artiste autant que lui, non pas artiste peintre, mais artiste écrivain, attendu qu'il m'était fréquemment arrivé dans mes ouvrages de faire trêve momentanément à la dialectique pour l'éloquence, et comme l'art est le même partout, que je me croyais parfaitement compétent dans la question. Ceci parut le calmer un peu, et il ne songea plus qu'à se faire connaître à moi tel qu'il croyait être, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il est. Courbet, plus artiste que philosophe, n'a pas pensé tout ce que je trouve. C'est tout simple. Assurément, il n'a pas conçu son sujet d'écurer avec la puissance que j'y vois et que j'indique. Je crois qu'il a eu l'intuition de son principe en peintre en vertu de son innéité, non en penseur, à plus forte raison en philosophe. Il a beaucoup hésité et varié dans son expression. Mais en admettant que j'ai cru voir dans ces figures, soit de ma part illusion, la pensée existe, et comme l'art ne vaut que par ses effets, je n'hésite pas à l'interpréter à ma manière. Si j'exagère son importance comme penseur, il n'y a pas de mal. Cela sert du moins à faire comprendre à mes lecteurs que je veux ce que je veux et que je cherche. Courbet est un véritable artiste de génie, de mœurs, de tempérament, et comme tel, il a ses prétentions, ses préjugés, ses erreurs. Tout d'abord, il se croit, à l'exemple de ses confrères, un homme universel. Il faut en rabattre. Doué d'une vigoureuse et compréhensive intelligence, il a de l'esprit autant qu'homme du monde. Malgré cela, il n'est que peintre. Il ne sait ni parler ni écrire. Les études classiques ont laissé peu de traces chez lui. Taillé en Hercule, la plume pèse à sa main comme une barre de fer à celle d'un enfant. Quoiqu'il parle beaucoup de séries, il ne pense que par sa pensée détachée. Il a des intuitions isolées, plus ou moins vraies, quelquefois heureuses, souvent sophistiquées. Il paraît incapable de construire ses pensées. En cela encore, il est purement artiste. Le logicien et l'artiste sont en antithèse, les deux extrêmes. Mais précisément pour cette raison, ils se comprennent et même se ressemblent. Ils sont l'un et l'autre comme l'idée et l'idéal. Le même bon sens les gouverne et les sauve. Dans ces généralisations irréfléchies, il croit que tout est changeant, la morale comme l'art, que la justice, le droit, les principes sociaux sont arbitraires comme ceux de la peinture, et que lui, libre de peindre ce qu'il veut, l'est également de suivre les coutumes, de s'affranchir des institutions, en quoi il se montre aussi peu avancé que le dernier des artistes. Ceci prouve tout simplement que chez lui, comme chez le commun de ses confrères, l'idéalisme prévaut sur les hautes facultés sociales, et que sa vertu est faible. Il se fait encore l'apologiste de l'orgueil. En cela, il se montre tout à fait artiste, mais artiste de second ordre, car s'il avait la sensibilité supérieure, il sentirait esthétiquement que la modestie a son prix, que si elle est quelquefois une hypocrisie, elle ne l'est pas toujours. La modestie est une des choses les plus délicates qu'il soit donné à l'homme de goûter. Celui en qui le sophisme a étouffé ce sentiment n'est plus un homme, c'est une brute. Je me suis permis cette petite digression étrangère à l'art, parce que j'ai remarqué chez Courbet une certaine rouerie commune à beaucoup d'autres. Il s'efforce de tout amener à ses idées ou d'étendre ses idées sur des choses qu'il comprend mal et qui ne sont pas niables. En revanche, il érige volontiers en maxime la négation des choses qui sont au-dessus de lui. Revenons à notre sujet, l'art, les principes. On peut définir Courbet, une grande intelligence dont toutes les facultés sont concentrées en une seule. S'il avait pu se catégoriser, il serait plus logicien qu'artiste. Rien d'étonnant qu'à l'heure qu'il est, il se cherche encore lui-même et ne se connaisse qu'à moitié.
Aussi aurais-je force réserve à faire sur ces maximes en fait d'art. Par exemple, Courbet ne veut pas que l'artiste travaille sur commande. Ce précepte qui montre bien il tient à la spontanéité et à l'indépendance ne peut s'accepter d'une façon absolue. L'artiste, en vertu de sa faculté esthétique, doit savoir comprendre et sentir ce qui plaît aux autres, le reproduire en le rectifiant et l'embellissant. Sans cela, il n'a pas toute l'étendue de sensibilité que suppose l'art. Sans condamner formellement le passé de l'art, Courbet veut qu'on le mette de côté et qu'on n'en s'en occupe plus. Le passé, dit-il, ne peut servir que comme éducation. On ne doit s'inspirer que du présent dans ses œuvres. Je n'accepte pas cette conclusion, moyen commode de se poser soi-même en prince de l'art et artiste unique. L'humanité ne doit rien perdre de ses idées, de ses créations. Elle accumule ses richesses et se sert de tout. Il faut marcher, mais en tout conservant. Je reviendrai sur cette idée, je me contente quant à présent de poser mes réserves. Courbet se dit le plus personnel et le plus indépendant des artistes. Oui, indépendant de tempérament, de caractère, de volonté, comme les enfants gâtés qui ne font que ce qu'ils veulent. Oui, personnel en ce sens qu'il est trop souvent occupé de lui-même et quelque peu fanfaron de vanité. Ce qu'il y a de plus répréhensible dans ses peintures, c'est justement ce qui laisse voir sa personnalité à lui. Il a fait un tableau purement personnel dans son allégorie réelle, qui ne vaut pas mieux que ses filles de Lot. L'originalité de l'artiste se montre dans le choix des sujets, la manière dont il les conçoit et les exécute. Ceci accordé, Courbet fait comme tous les vrais artistes. Il s'identifie avec son idée, la creuse, ne songe plus qu'à elle, et en fait une représentation d'autant mieux réussie qu'elle est plus impersonnelle et qu'elle plaît à plus de monde. Le peintre, comme l'historien, le poète, le dramaturge, le romancier, le comédien, doit s'effacer derrière ses personnages. Tout en reconnaissant à Courbet les caractères d'un initiateur, je ne puis admettre sa prétention d'avoir révélé à l'art des horizons complètement inconnus jusque-là. D'abord, le génie ne se produit jamais isolé. Il a ses précédents, sa tradition, ses idées accumulées, ses facultés grossies et rendues plus énergiques par la foi intense des générations. Il ne pense pas seul dans un individualisme solitaire. C'est une pensée collective, grandie par le temps. En second lieu, l'école française va dans la même direction que Courbet, sans que ni lui ni elle, peut-être, l'ait su. C'est par la peinture de paysages et d'animaux qu'elle revient à la nature et aux choses de la démocratie. Il suffit de citer les noms les plus connus: Rousseau, Fromentin, Daubigny, Corot, Barye, Rosa Bonheur, Maria, Millet, Brion. Tous doivent aboutir au criticisme. Courbet n'a inventé ni réalisme ni idéalisme, pas plus que la nature. Ce qu'il a fait a été fait avant lui. Il est aujourd'hui par d'autres que lui, souvent ses rivaux, quelquefois ses vainqueurs. Tout ce qu'on a dit à son occasion et qu'il a débité lui-même est dépourvu de bon sens. Courbet n'écrit que l'art de l'idéal gouverne les deux tiers des mortels. En quoi il a raison? Il demande qu'on combatte l'idéal. En quoi il a encore raison? Mais il ne se doute pas qu'en combattant l'idéal, je fais passer la majorité du genre humain des rangs de l'idéal dans ceux de la science et du droit, que je deviens son maître, et qu'il n'est plus, lui et tous ses confrères, que mon collaborateur subalterne. J'ai entendu Courbet appeler ces tableaux des allégories réelles. Expression inintelligible, d'autant plus qu'elle le mettait en contradiction avec lui-même. Quoi? Il se dit réaliste et il s'occupe d'allégorie? Ce mauvais style, ces définitions fausses, lui, ont fait plus de tort que toutes ses excentricités. Il est réaliste et il revient par l'allégorie et l'idéal. La vérité est que, comme je l'ai déjà dit, Courbet, dans son réalisme, est un des plus puissants idéalisateurs que nous ayons, un peintre de la plus vive imagination. Je n'en voudrais comme preuve que ce combat de cerf, pour l'exécution duquel ces animaux n'ont certes pas posé devant lui. Son petit pêcheur de chapeau serait universellement admiré s'il pouvait être compris. C'est une scène de la vie des enfants d'Ornans, pêchant avec une fourchette des petits poissons dans la loue, et qui fera merveille sur la fontaine qu'on doit bâtir au milieu de la ville. L'idéalisme de Courbet est des plus profonds, seulement il n'a garde d'inventer rien. Il voit l'âme à travers le corps, dont les formes sont pour lui une langue et chaque trait un signe. Courbet, en effet, saisissant les rapports de la figure corporelle et des affections et facultés de l'âme, de ses habitudes et de ses passions, s'est dit: ce que l'homme est dans sa pensée, son âme, sa conscience, son intelligence, son esprit, il le montre sur son visage et dans tout son être, pour le révéler à lui-même. Je n'ai besoin que de le peindre.
Le corps est une expression, par conséquent la peinture qui le représente et l'interprète est un langage. Un philosophe ferait une psychographie. Je ferai un tableau déshabillant cet homme et nous allons voir. Voilà le réalisme de Courbet. La représentation du dehors pour nous montrer le dedans. Mais cette représentation n'est plus un simple portrait, une photographie, pas plus que la Vénus de Praxitèle. Elle se compose de traits recueillis et combinés ensemble d'après l'observation des réalités. En cela, c'est une pure idéalisation. Dans la baigneuse, la beauté féminine idéale est sous-entendue. Ce n'est pas ce que l'artiste voulait mettre en lumière. Ce qu'il a voulu montrer, c'est l'âme bourgeoise. Pour mieux faire ressortir son idée, il a composé une figure idéale, au moins en ce sens, et cet idéal est fulgurant. Il étonne, il consterne. Voilà comment Courbet marie ensemble ces deux éléments, l'idéal et le réel, l'imagination et l'observation. Si j'étais ministre, ambassadeur ou empereur, je me garderais de me faire peindre par lui. En résumé, Courbet, peintre critique analytique, synthétique humanitaire, est une expression du temps. Son œuvre coïncide avec la philosophie positive d'Auguste Comte, la métaphysique positive de Vachereau, le droit humain ou justice immanente de moi, le droit au travail et le droit du travailleur annonçant la fin du capitalisme et la souveraineté des producteurs, la phrénologie de Gall et de Spurzheim, la physionomie de Lavater, Il doit immensément au bonheur qu'il a eu de vivre à Ornans. S'il était né, s'il avait grandi dans une académie, il ne serait pas lui-même. C'est la liberté qui lui a enseigné sa voix. Il a mis la main sur une pensée haute et féconde. Il n'a pas su encore la dominer, l'énoncer, bien qu'il ait servi avec éclat. Cette pensée, on le voit, l'a remplie. Elle lui a donné dans les commencements une vanité folle, dont tout le monde a parlé, mais qui, aussi joyeuse que naïve, a fait douter de l'homme et de son idée, et empêché presque de les prendre au sérieux. Puis la contradiction et une ardente polémique sont venues. Elles ont poussé Courbet jusque dans les voies de l'excentricité et du paradoxe. Trop exalté par des gens qui ne l'ont pas compris, trop abaissé par d'autres qui ne le comprennent pas du tout. Il a eu le malheur de n'être pas, dès le premier jour, classé et ramené à sa phalange. C'est ce que je viens d'essayer de faire, mais Courbet, comme tous les artistes, veut être infini comme le monde, mystérieux comme l'idéal, surtout seul en son genre et de son espèce parmi les peintres. Je crains fort que tout en lui rendant pleine justice et lui faisant une position splendide, il ne se trouve médiocrement satisfait. Ne l'aurais-je pas défini, classé, catégorisé, mis en place? Quelle audace! Sa réputation y gagnera, mais sa vanité en souffrira. Essayons donc de concentrer ces messieurs. Vous pouvez vous entendre avec un philosophe, un savant, un entrepreneur d'industrie, un militaire, un légiste, un économiste, avec tout ce qui calcule, raisonne, combine, suppute. Mais avec un artiste, c'est impossible. Cela l'aurait calmé, et il eût fait avec un juste sentiment de lui-même moins exagéré quelques chefs-d'œuvre de plus en évitant de graves reproches. Maintenant, il faut que Courbet le sache, il doit marcher, il n'a que faire de parler de lui davantage. On sait ce qu'il veut, où il va, on l'attend aux œuvres. Ses confrères sont aussi éclairés que lui, il aura des successeurs, des continuateurs, des rivaux, sans que ceux-ci aient à craindre que leur réputation en souffre et qu'on leur fasse moins bonne justice. Les idées n'ont pas de propriétaire, et de même que l'inventeur de la peinture à l'huile ne peut revendiquer la palme du talent pour cette découverte sur ceux qui en ont usé après lui. De même, Courbet ne saurait prétendre à la supériorité du talent sur ceux qui le suivent, du seul fait de l'idée grande et heureuse qui l'a éclairé le premier. Les écoles, conservation et progrès. Aujourd'hui, l'école dite réaliste existe. Cette école que j'appelle critique, c'est-à-dire humaine, philosophique, analytique, synthétique, démocratique, progressiste et dominante. Mais elle n'a pas encore tout à fait conscience d'elle-même. Elle ne le sait pas, elle ne se sait pas. Elle manque de théorie. Elle n'a pas su se définir, poser ses principes et ses lois. Déjà le faux et l'abus s'y glissent. Les plus insignifiantes productions s'étalent. Elles se disent réalistes, et cela suffit. Prendre dans la rue ou à travers champs un groupe, une baraque quelconque, des ustensiles de ménage, et en faire un tableau, ce peut être du réalisme. Je ne dis pas non, mais ce n'est rien. Et si cela a pu servir d'exercice à l'artiste, c'est comme œuvre d'art néant. J'aime mieux une photographie, elle me coûte 50 centimes et n'a pas de prétention. Il ne faut pas s'imaginer qu'il suffit de peindre ou de modeler. Le premier venu, ouvrier, paysan, bourgeois ou autre, pour être un artiste de la nouvelle école. Ici
Et la grande erreur, l'erreur des erreurs, qui ferait promptement tomber l'art, et par là, banalité, par le dégoût, nous refoulerait vers la mythologie. Il faut penser et faire penser. Il faut que le tableau ait une portée, un but. Sans cela, je le dédaigne. Comme fantaisie, comme expression idéale ou poétique, je n'en veux pas. J'aime mieux du Raphaël, du David, de l'Ingres. Il ne peut pas y avoir d'art purement réaliste. Par conséquent, pas de genre ou d'école réaliste. Le réalisme n'étant que la base matérielle sur laquelle l'art travaille, et par lui-même au-dessous et en dehors de la